Bonjour, j'espère que tu vas bien. Les Scouts Unitaires de France sont heureux de te présenter Au Coin du Feu, le podcast qui reçoit des scouts qui ont soif d'aventure. Je suis Galaxy Éclaireur et je te partage leur histoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Quentin, qui est chef à la troupe. Avec son ami Louis, ils ont descendu en kayak la rivière Yukon. On va parler de préparation, de technique et surtout d'aventure au cœur de l'Alaska. Alors maintenant, imagine que tu t'installes tranquillement au coin du feu. Je te souhaite une très belle écoute et j'espère que tu vas aimer. Salut Quentin. Salut Baptiste. Merci, bonsoir. Avec plaisir. Donc voilà, on est intéressé par ton aventure que tu as faite avec ton ami Louis. Donc tu nous diras qui c'est pour toi, comment tu l'as rencontré. Parce que vous avez descendu en kayak plus de 3000 km, si je ne me trompe pas, en Alaska sur une rivière. Tu m'en parleras, sur la rivière Yukon. Et on trouve ça plutôt incroyable. On est très très fan. Vous avez décidé de descendre en kayak. Un kayak pour deux. Tu nous diras voilà, comment ça s'est passé, qui était devant, qui était derrière, pourquoi vous avez choisi ça, si vous avez changé. Et tu nous raconteras de petites aventures croustillantes que tu as pu avoir la chance d'expériencer là-bas. Une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Pourquoi là-bas? Alors on avait tous les deux un peu une idée qui nous trottait dans la tête, c'était de vivre entre guillemets une grande aventure entre notre fin d'études et début de vie pro. Parce qu'on avait un peu déjà le goût à ça. Et concrètement, en fait, l'idée s'est construite un peu concrètement dans l'esprit de Louis, qui avait repéré l'idée, la région du globe, le mode de transport, qui étaient des choses qu'on ne connaissait pas du tout. On n'était pas du tout férus de kayak, on n'avait jamais voyagé en Alaska, mais on avait l'envie. Il m'en avait parlé pendant un camp scout. Et j'ai accroché et j'ai répondu quelques temps plus tard que j'étais chaud. Comment tu as rencontré Louis? Comment tu as pu lui faire confiance pour partir avec lui comme ça dans une aventure un peu folle? C'est plutôt Louis qui m'a fait confiance parce que c'est lui qui avait toute l'idée en tête. Mais en fait, on se connaissait au clan, on était routiers ensemble. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa de partir dans ce genre d'aventure-là à plusieurs. Et en l'occurrence à deux, ça divise beaucoup le risque que représente l'aventure en solitaire. Tu sais que tu peux faire confiance à quelqu'un s'il y a un problème, quoi. Voilà. Il y a toujours un autre qui est présent, qui peut prendre les rênes si quelque chose a mal, s'il y a une blessure, s'il y a une fracture du mental. Voilà. D'accord, ok. Comment vous avez pu vous préparer? Parce que j'imagine que c'est quand même quelque chose qui se prépare. Est-ce que vous avez mis du temps à vous préparer? Vous vous êtes organisé comment? Est-ce que vous avez eu la chance de vous entraîner concrètement? Voilà. Oui, alors l'aventure était quand même assez grande, donc on ne l'a pas pris à la légère et on a décidé de se préparer sur assez longtemps. On a pris plus de 2 ans et demi pour que ce soit bien rodé. Donc on s'est préparé, on avait, en plus de la préparation logistique, de la préparation de voyage, de récolter les fonds, de préparer tout ce qui peut se faire dans un bureau. On a fait des voyages de préparation pour tester un peu le matériel, notre manière de camper, de bivouaquer, de vivre sur le kayak. À deux. À deux, voilà. On a descendu donc en France d'abord, on a descendu l'Allier et la Loire sur environ 2 semaines. Et 1 an avant le voyage, on a fait 1 mois en Norvège arctique. Dans la mer, on a fait le tour des îles Lofoten. Vous êtes parti de quelle ville? On est parti de Narvik. Ok, Narvik. Narvik qui est tout au nord, sous le cercle polaire arctique. D'accord, et qui est au niveau de la mer, quoi. Voilà. L'eau là-bas, j'imagine, est un peu fraîche. Voilà, faut pas tomber. Faut pas tomber. D'ailleurs, en parlant de tomber, comment vous allez choisir votre kayak? Est-ce que vous en avez testé plusieurs? En fait, c'est un kayak, vous êtes assis à deux dessus. Pourquoi ne pas en prendre deux séparés? Alors l'avantage du kayak était un gros poste matériel et puis un gros coût financier, c'était qu'il était démontable. Donc on pouvait le prendre en soute dans l'avion.
Il était démontable et puis surtout une ossature en bois qu'on monte dans une grande chaussette en nipalon. D'accord. C'est une sorte de plastique résistant. C'est une sorte de plastique très solide. D'accord. Et qui est protégé et qui est ensuite gonflé sur les côtés avec des bouées. Donc ce kayak-là, il a l'avantage d'être très grand, d'être montable, d'être très stable grâce aux bouées. Et en fait, c'est un kayak d'expédition. Et aussi, dans les avantages qu'on avait, c'est que l'ossature était en bois, donc réparable en cas d'avarie, s'il y a une pièce qui se fend. Et puis, il y avait beaucoup de stockage à l'intérieur. On pouvait porter plus de 350 kg de matos. Et puis, l'idée d'être à deux dans le même bateau, c'était un peu plus sécurisant ou rassurant, ou alors même plus facile logistiquement à gérer que chacun son matériel et chacun sa tente, chacun son kayak. Enfin, c'est vraiment l'idée de vivre l'aventure ensemble plutôt que d'être à côté. Et du coup, comment vous avez financé le projet ? Alors c'est vrai que le projet représentait un assez gros investissement financier. C'était combien votre montant que vous visiez ? C'est un peu flou, mais 3 ans avant, on avait anticipé entre 15 000 et 20 000 euros en intégralité. C'est en incluant, par exemple, le coût du kayak, il était sur le marché entre 5 000 et 6 000 déjà, donc ça va très vite. Sur du matériel un peu technique et puis les billets d'avion et tout, et de la nourriture. L'organisation sur place, ouais. Voilà, l'organisation sur place. On en a eu pour un peu moins. L'avantage sur 3 ans, c'est qu'on a pu un peu mettre de notre poche, travailler chacun de notre côté, mettre un peu toutes nos petites économies dans le projet. Mais surtout, on a travaillé sans relâche pour essayer de se faire sponsoriser un peu par des entreprises. C'est assez difficile, mais il faut persister si on décide de le faire. Il y a souvent sur des heures et des heures d'emails envoyés et des appels faits, 1% de réponse et 0,5% de réponse positive. Il faut savoir un peu vendre son projet, montrer en quoi c'est nouveau et qu'est-ce que ça apportait aux entreprises. Mais du coup, on a eu la chance d'avoir des sponsorings surtout matériels. On a eu des dons matériels. Comme quoi, par exemple ? Comme une tente, sac de couchage. On avait des sacs étanches de kayak, des choses assez pratiques et de très bonne qualité. Et surtout, on avait l'entreprise de kayak, Nautired, nous ont fait une grosse ristourne parce qu'ils ont apprécié le projet. Le fait qu'on soit jeune, on avait la vingtaine pour partir sur 3 mois, ils nous ont fait une grosse ristourne. Et puis on a pu aussi faire un peu appel à des fonds un peu institutionnels. On a réussi à se faire sponsoriser par l'université de Nanterre en échange de conférences, de photos, de partage de votre aventure, voilà, pour l'université. Voilà, c'est des petites choses, mais pour ceux qui se posent la question, le financement, c'est pas souvent un frein, il faut juste y aller à fond et ça viendra. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Ticketing for passengers must be on board. Du coup, tu disais que tu avais 350 kg de charge embarquable, quoi. J'imagine que vous avez pu du coup emporter votre nourriture, de l'eau aussi, peut-être du matériel pour prendre des photos ou des vidéos. Comment vous avez géré l'intendance ? C'est quand même quelque chose qui est assez important chez les scouts. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas de supermarché tout au long de la rivière, il faut quand même un petit peu s'organiser. Non, il n'y a pas de croissant tous les matins. Non, en fait, on avait géré l'intendance en 2 grosses fois. En fait, on a atterri donc au Canada, dans la province du Yukon Territory, dans une ville qui s'appelle Whitehorse, qui a environ 25 000 habitants. C'est une petite ville, mais c'est la plus grosse de la région, où il y avait tout ce qu'il faut. On a pris quelques jours en amont pour un peu se jauger sur ce qu'on pouvait consommer, comment on pouvait le stocker dans le bateau.
Et puis on avait déjà bien anticipé en Norvège pendant un mois et puis avant. Vous avez déjà pu savoir comment vous organiser par rapport à ça Voilà, quelle taille, quelle place on a. Donc on a fait un gros plein d'intendance au début. Et on avait l'avantage de compléter ou alors en tout cas continuer à restocker dans une autre ville un peu plus petite 3 semaines plus tard. Donc on avait pris l'essentiel. Après c'était beaucoup plus rare, c'était des villages acheminés en avion. Donc tous les courses étaient un peu plus chers, mais c'est des petites choses un peu plus fraîches, mais très rarement. Et du coup j'ai une petite question. Pour l'eau, vous buviez l'eau de la rivière ou non, vous aviez des bouteilles d'eau ou des gourdes que vous allez remplir aux sources? Au début c'était possible parce que l'eau de la rivière était très limpide, qu'elle vient des glaciers des montagnes. D'ailleurs en 2 mots, est-ce que tu peux me décrire le parcours de la rivière, la rivière Yukon? Ouais, alors le fleuve Yukon, Le fleuve Yukon il part de lacs de source qui viennent de glaciers des montagnes en Colombie-Britannique. Donc c'est environ au sud du Canada, au sud-ouest. Et on est parti d'un de ces lacs-là, le lac Bennett. Il traverse donc la province du Yukon Territory, donc une grande province qui fait la taille environ de l'Espagne et le Portugal, pour ensuite se traverser la frontière avec les États-Unis au niveau de l'Alaska. Puis il rentre dans le cercle polaire arctique et redescend un peu vers le sud pour se jeter dans la mer de Bering. Et en fait le fleuve a tout au long du chemin beaucoup d'affluents. Il grossit, il passe au début il devait faire 20-25 mètres de large et vers la fin plusieurs kilomètres. Ah oui, ça. Voilà, il faisait Un bon gros fleuve. un très gros fleuve. Sa longueur totale depuis le lac Bennett jusqu'à la mer, c'est à peu près... Il fait, il fait 3185 km. D'accord. Et vous en avez parcouru l'intégralité. Bravo, trop fort. Au niveau du parcours, au niveau des cartes, parce que j'imagine que bon, c'est pas très compliqué, le chemin à parcourir, c'est quand même la rivière à suivre, mais il fallait quand même un petit peu connaître le relief autour de la rivière. Il y avait peut-être des cascades, je ne sais pas. Comment vous avez fait pour préparer ça? Pour ce qui est de la cartographie, on avait beaucoup préparé avant, en se renseignant. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour préparer un peu la cartographie. Mais sur place, on avait le choix de prendre un GPS satellite où on avait téléchargé des cartes. Le GPS nous repérait par rapport aux cartes, donc on savait toujours un peu où on en était. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y en a pas trop besoin. C'est surtout pour compter un peu le kilométrage parcouru, pour pouvoir se jauger par rapport au lendemain ou la veille. Comment ça s'est passé avec Louis? Donc vous étiez 2 pendant pas mal de jours. Comment vous avez vécu humainement l'aventure? Pas de couac, comment vous avez pu gérer les petits problèmes? Vous êtes mis au clair de temps en temps pour les différences s'il y en avait, ou pas du tout différents, au contraire, je sais pas. C'est vrai que humainement, en fait, c'est plus difficile, disons, d'être à 2 que d'être en groupe, parce qu'il n'y a jamais, en cas de pépin, en cas de désaccord, il n'y a jamais une autre personne qui se confiait et pour régler un peu les tensions. Mais on a pris beaucoup de temps pour réfléchir et discuter de ça. Et en fait, il faut beaucoup de patience avec l'autre. J'imagine que lui en avait besoin de plus avec moi que l'inverse. Mais globalement, voilà, c'est dans ces endroits un peu reculés, quand les choses se passent mal, parce qu'on est fatigué, on parle mal, ou alors on n'est pas satisfait sur ce que fait l'autre. C'est très facile de craquer. Mais l'essentiel, c'est de garder un peu la tête froide et essayer de laisser un peu couler les choses, parce qu'elles se règlent toujours. Souvent, si on s'énerve, c'est qu'on a faim. D'accord, ok. Et du coup, en quoi le fait d'être scout, ça vous a permis de bien vivre l'aventure? Alors, je pense que le fait qu'on soit tous les 2 scouts, ça nous a donné à la troupe, puis au clan ensuite, un peu le goût de l'aventure. On a la chance de vivre au scout des beaux raids ou des belles exploits de patrouille, des exploits de troupe. Donc vous avez déjà cette technique? Ouais, le technique, ou au moins le goût à ça. Et pour les techniques, en fait, c'est des techniques de bivouac,
de cuisson sur le feu. Enfin, c'est des petites choses qu'on apprend en scout et qu'on n'aurait peut-être pas osé faire si on n'avait pas fait depuis qu'on avait 12 ans. Et une deuxième manière où le scoutisme nous a beaucoup apporté, c'était un peu sur la dimension spirituelle du voyage, parce qu'on a quand même vécu 71 jours à l'écart de tout, au milieu de nulle part. On a coupé du temps. Ça nous donne vraiment l'occasion de un peu se recentrer sur l'essentiel, de réfléchir à beaucoup de choses. Vous aviez des temps de prière à deux? Ouais, on avait deux choses. Donc on avait, comme en tant que routier, et comme tous les chefs assistants le font, on avait pris l'habitude de vivre des espèces de routes pendant l'aventure où ça nous donnait l'occasion de réfléchir seul et surtout séparés. Enfin, ça nous donnait le temps seul vis-à-vis du monde et seul vis-à-vis du coéquipier de réfléchir sur certains thèmes et puis ensuite de partager. Et puis on avait aussi des moments de prière ensemble le matin ou le soir, ce qui permet de se confier, de remercier le Seigneur pour le voyage, et puis un peu d'apaiser certaines tensions si ça pouvait naître. De confier le reste de votre voyage au Seigneur. Voilà, plein de choses, et je pense qui sont un peu ce qu'on a pu se tirer du voyage, au-delà du côté aventure. Je me dis que sportivement, vous avez quand même descendu 3000 km. Donc il y a sûrement du courant. Oui. Il faut quand même pagayer pour rester dans le courant. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu gérer ça? Est-ce qu'il y a des zones où il y a des courants très forts ou bien de manière générale ça va et il faut quand même beaucoup pagayer? Alors le fleuve il varie. L'avantage sur 3000 km, on voit de tout. Donc on a passé des zones où il y avait beaucoup de courant, notamment en sortant des montagnes vers le début. Mais ensuite le fleuve se calme un peu et rentre dans une zone très marécageuse, une portion sur plus de 400 km qui sont dans des marais où le fleuve s'étend, se démultiplie dans des petits bras, parfois qui disparaissent, mais le fleuve s'étale sur une largeur de plus de 30 km. Donc là, le courant est un peu moins fort, la navigation un peu plus difficile. Ensuite, ça reprend, mais plus ça s'élargit, plus ça se rapproche de la mer, moins il y a de courant. Qu'il y a du courant ou pas, pagayer toute la journée, okay. Un peu la même durée, avec le même entrain. Et donc, c'est pas un défi physique énorme, mais usant à long terme. C'était plus de l'endurance finalement. Voilà, c'est plus comme marcher tous les jours que de courir tous les jours. En parlant de pagayer, comment vous êtes calé, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez choisi de mettre par exemple Louis devant et toi Quentin derrière, ou vous changiez tous les jours? Au premier jour où on avait utilisé le kayak, donc sur l'Allier à Moulins. En préparation avant en France? En préparation 2 ans avant. On n'avait pas trop discuté. Moi, Quentin, je me suis mis à l'avant et Louis à l'arrière. On a changé 1 heure plus tard et on n'a plus jamais bougé. En fait, je me suis rendu compte que moi, j'aimais beaucoup être à l'arrière, parce qu'à l'arrière, on s'occupe un peu de la direction. Donc moi, j'avais des pédales de gouvernail dans les pieds, qui géraient le gouvernail qui était attaché à l'arrière du bateau. Et en fait, à l'arrière, on est plus ou moins dans un contrôle un peu plus gros sur la navigation directe. Et Louis aimait beaucoup s'occuper de photos et de vidéos. À l'avant, il avait un plus grand angle et puis il pouvait s'occuper de la navigation à long terme sur lire des cartes, lire un GPS, et du coup c'était assez complémentaire. Du coup, vous n'avez pas changé une fois que vous avez trouvé votre rythme, voilà. Chacun sa place, c'était rodé, c'était calé, vous pouviez descendre. Chacun son petit rôle. Son petit habitacle. Chacun son rôle, non, parce que oui et non, parce que c'est sympa un peu de partager un peu les compétences, les rôles sur du long terme. Mais voilà, chacun a mis ses talents au service du projet et ça marchait bien comme ça. Rappelle-moi, vous avez mis combien de temps pour descendre l'intégralité des 3000 km? On avait prévu, on s'était donné environ 3 mois pour le projet en entier. On a mis 71 jours.
C'est quand même une belle un durée, bon résultat. un bon résultat. En même temps, sans forcer. C'est possible de faire plus vite, mais on a choisi de profiter un peu de la nature, des moments un peu plus calmes ou un peu plus beaux pour quand même profiter du voyage, parce que c'est pour ça qu'on y était. En termes d'animaux, de paysages, de moments intenses, est-ce que vous avez la chance de voir peut-être des ours ou des animaux féroces, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'en dire Ouais, deux mots? alors on a choisi le spot parce que c'est vraiment l'état sauvage, la nature à l'état sauvage, en ce qui est la faune, la flore, mais surtout, enfin, la faune est incroyable. On a pu rencontrer des ours, des élans, on a pu rencontrer un lynx, une belle rencontre magnifique. Parce que c'est quand même hyper rare de rencontrer un lynx, je crois. C'est hyper rare, et de toute façon, si on rencontre un lynx, c'est que lui, il l'a choisi. C'est qu'il voulait se montrer et il était en confiance. On s'est réveillé un matin et il y avait un lynx à 15 mètres de la tente. Donc on a pu le suivre et un peu le voir nous regarder. Mais ouais, la nature, elle est magnifique. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit les ours, les élans. Ouais. On a vu beaucoup d'aigles. Ça, on ne s'en lasse jamais. C'est très majestueux. Vous voyez des aigles un peu tous les jours. Qui venaient se rapprocher du lieu, peut-être. Qui vivent partout, c'est les rois du monde. Ils survolent le fleuve, les environs, les montagnes. C'est assez impressionnant. En parlant d'animaux, on m'a parlé d'un animal sauvage qui est un croisement, si j'ai bien compris, entre le loup et l'ours, qu'on appelle le Wolverine. Ouais, c'est ça. T'en as vu? Un Wolverine, non, c'est un Wolverine. Heureusement. On appelle ça de temps en temps un glouton en français. En fait, l'animal qu'on avait un peu l'appréhension de rencontrer parce qu'on peut pas trop gérer s'il est agressif. Enfin, on sait jamais. Là où l'ours est peut-être un peu plus prévisible si on prend les bonnes précautions. Non, heureusement qu'on l'a pas croisé, mais il traînait par là. D'accord. Et vous aviez quelque chose pour vous protéger si vous étiez attaqué par un animal ou des choses pour leur faire fuir ou peut-être qu'il suffisait de taper dans ses mains pour les éloigner, mais bon, j'imagine que perdu au milieu de la montagne, ça fait peur un petit peu quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada et l'Alaska, là où on n'est pas chez nous, donc on sait très bien qu'on va chez des ours, chez les loups, et donc la précaution numéro 1, c'est de respecter ça. Donc ne pas bivouaquer sur un territoire, le territoire d'un grizzly. Il faut cuisiner et manger loin de là où on dort, loin de là où on campe. Parce que les odeurs de nourriture pourraient Les attirer les animaux. Voilà, les odeurs de nourriture, ça attire les ours. Donc pas de nourriture dans la tente, on cuisine loin. Et la nuit, si possible, on suspend le stock de nourriture dans les arbres pour éviter de tenter les ours. La meilleure manière de se défendre, c'est de prendre des bonnes précautions. Mais c'est vrai qu'on avait, au cas où, des bombes à poivre, donc ce qui se vend sur place. Donc c'est des bombes qui déchargent un nuage de poivre. Qui repoussent les animaux. Qui repoussent les ours surtout. Et en dernier ressort, on avait un fusil avec des balles, un fusil à pompe. Et on avait l'espoir de jamais s'en servir parce que c'était plutôt un confort psychologique. L'état sauvage, il est assez menaçant. On campe pas n'importe où. C'est un état d'esprit à adopter, mais on s'habitue assez vite. D'ailleurs, est-ce que tu as en tête un moment où tu as pu être vraiment confronté à la nature, on va dire une nature très sauvage, intense? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est le wilderness nord-américain, il nous rappelle de temps en temps, il y a des jours où il nous rappelle vraiment que c'est sauvage. Et ça l'est parce que on est au milieu de nulle part, dans une zone assez au nord et une zone assez hostile en termes de météo. Mais oui, il y a des jours, notamment vers la fin, début août, où l'Alaska se déchaîne. C'est des tempêtes de pluie, de vent. Le fleuve prend le vent, donc il y a des vagues qui se créent. La navigation devient un peu plus difficile. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se demande un peu pourquoi on est là. Mais on baisse la tête et vous forcez sur les bras, vous pagayez, vous continuez à avancer. C'est ça, on se force un peu, mais
Mais à la fin de la journée, quand on se couche, on est heureux d'être là tout de même. Et c'est les bons moments comme les plus difficiles qui font l'aventure. Et tu disais donc que vous avez pris des photos, des vidéos, avec le but de partager votre aventure, de donner envie peut-être à d'autres de vivre la même expérience. Est-ce que tu as un conseil à donner pour ce genre d'aventure, vraiment une clé qui te semble fondamentale à mettre en place si tu veux réussir ce genre d'aventure? Ouais, alors on aime bien en discuter parce que c'est assez accessible entre guillemets. Moi personnellement, le conseil que je donnerais à tous ceux qui aimeraient vivre un truc du style, une grande aventure sur un mois, même 2 semaines ou alors un an, c'est d'y aller. C'est que rien ne vous bloque, il suffit de se fixer des objectifs et que ce soit seul ou à 10, et il suffit de passer le cap où on se dit je m'engage à le faire, et là dans ce cas-là on met tous les moyens nécessaires pour le faire. Et là, c'était un peu notre cas il y a 3 ans. D'accord. Donc pour toi, être un aventurier, en 2 mots, c'est se lancer, oser. Je pense que tout le monde est un peu aventurier à sa manière, en dépendant de ce qu'on aime, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut passer le cap de je rêve à je fais. Est-ce que tu as d'autres aventures, d'autres projets un peu similaires en tête, dans le futur, d'autres projets? L'aventure qu'on a eue, ça nous a donné un peu à chacun le virus. On aimerait revivre dans la nature sauvage tous les jours. Un peu dur de revenir à la réalité, mais il faut. Ouais. Mais non, globalement, on a un avantage, c'est qu'on a tout le matériel nécessaire, entre guillemets l'expérience aussi, pour aller revivre de grandes choses. Dans l'immédiat, on n'a pas trop le temps dans nos calendriers respectifs. Tu continues tes études, c'est ça? Voilà, on continue les études, on commence la vie pro. D'accord. Mais c'est pas exclu qu'on reparte très prochainement. On aimerait bien découvrir d'autres régions en kayak, donc que ce soit la mer, les fleuves, des grands lacs. Ça se fait très facilement. Vous avez une petite idée derrière la tête, quoi. Et j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as une anecdote rigolote, un truc un peu marrant qui vous est arrivé pendant le voyage? Ouais, pour avoir une petite histoire un peu croustillante, on est parti donc l'été de la Coupe du Monde, et on n'avait pas l'occasion de le suivre. On n'était ni branché sur internet ni sur la télé tous les jours. Donc on avait un ami qui nous envoyait régulièrement les scores par SMS satellite. Sur votre téléphone satellite que vous aviez embarqué? Voilà, et à un moment on commençait à se rendre compte que la France allait passer les quarts, la demi et entrer en finale. D'accord. Donc on a repris la carte, on a réorganisé un peu la semaine pour essayer d'être en ville au moins au jour de la finale. Ouais. Donc pour nous c'était le 15 juillet à 7h du matin. Donc on a tout fait pour être au 14 dans une ville un peu grosse. Et, vous avez réussi? Et sur place, voilà, on a eu l'avantage de faire des rencontres un peu folles, et finalement on a fini par regarder le match avec d'autres Français devant une télé dans un dortoir d'ouvriers qui travaillaient sur un aérodrome. Ah, trop rigolo. Ok. Stylé. Eh bien écoute, Quentin, merci beaucoup. Merci pour beaucoup ton Baptiste. partage. Et je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à partager ce podcast autour de toi. A très bientôt pour une nouvelle aventure au coin du feu.